Oui, ils vont le brancher. Voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez prendre place, avec ou sans vos lunchs, ici, la conférence va commencer dans 1 minute à peu près. Si vous voulez vous installer, il n'y a pas de problème. Alors bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette conférence sur le thème de Une seule santé, du concept de Une seule santé. Vous allez voir que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Je m'appelle Yannick Villedieu, je suis journaliste scientifique. J'ai longtemps animé à Radio-Canada l'émission de radio scientifique qui s'appelle Les Années-Lumière. J'en suis aujourd'hui retraité, mais j'aime continuer à faire ce genre d'événements parce que ça me maintient en contact avec les milieux de la science et de la santé que j'ai fréquentés pendant tellement d'années que je m'en ennuierais si j'étais complètement dans ma chaise berçante chez nous à attendre que le temps passe. Alors, donc, une seule santé, un concept à la fois nouveau et à la fois, vous allez voir, presque évident, je dirais. Le déroulement va se faire de la façon suivante. On va d'abord avoir une conférence d'un spécialiste, du grand spécialiste de cette question-là, Monsieur Jakob Zinsstag de l'Institut tropical et de santé publique suisse. Monsieur Zinsstag est au bout. Il va nous faire une présentation d'à peu près une demi-heure. Après quoi, on aura des commentaires par 3 de nos panélistes. Christian Baron de la faculté de médecine qui est au centre. Ensuite, Michel Bouchard, qui est à sa gauche, et David Kaiser, Michel Bouchard donc, est de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et ici, on aura David Kaiser également, qui est la direction de la santé publique de Montréal. On va faire une petite discussion avec eux. Et bien sûr, on va avoir, en terminant, les questions du public. Donc, n'ayez pas peur de préparer vos questions. Il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses, comme on dit. Alors, n'ayez pas peur de ça. Et vers 13h30, on devrait arrêter, libérer la place. Alors, je commence avec Monsieur Zinsstag. Si vous voulez bien faire votre présentation, je pense qu'il y a des diapositives qu'on va voir des deux côtés. Et on vous donne à peu près une demi-heure. Je vous ferai signe 5 minutes avant la fin de votre présentation. Merci beaucoup, Monsieur Zinsstag. Messieurs, dames, c'est un très grand plaisir d'être parmi vous. C'est un très grand honneur. J'ai un très bon souvenir du Canada où j'ai passé une année sabbatique à l'école vétérinaire de l'Ontario à Guelph. Et ça fait 10 ans que je ne suis presque pas revenu au Canada. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une seule santé, ce qu'on appelle en anglais One Health. Et d'abord, je vais vous expliquer ce que nous en pensons, comment nous définissons une seule santé. Et après, je vais vous donner des exemples de quoi il s'agit, comment on peut vraiment démontrer que cela, c'est un avantage de collaborer ensemble. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais progresser et je vais arriver à ce qu'on appelle éco-santé. Qui est un concept qui est aussi qui a été largement développé par le Canada. Donc, en fait, je suis dans le fief de éco-santé que j'ai eu le privilège de découvrir lors de mon année sabbatique. Moi-même, je suis vétérinaire de formation. J'ai passé 8 ans en Afrique de l'Ouest, en Gambie et en Côte d'Ivoire, avant de monter un groupe de recherche au sein de l'Institut tropical et de santé publique suisse. Aujourd'hui, je travaille en Éthiopie, au Tchad, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Guatemala, en Mongolie. Donc, je suis un global player. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous partager avec vous ce que nous faisons. Donc,
Tout ce que je vous raconte est aussi publié dans un livre qui s'appelle One Health, The Theory and Practice of Integrated Health Approaches. Et la bonne nouvelle est que l'année prochaine, en mars, l'édition française va paraître par les éditions de l'INRA en France. Il y a aussi une édition coréenne qui est en préparation. Nous avons aussi un deuxième livre qui a été publié au sein de l'Union européenne, de ce qu'on appelle une cost action, et qui va encore au-delà avec les méthodes d'évaluation de projets d'une seule santé. Donc, qu'est-ce que c'est une seule santé? Si vous ne retenez rien de ce que je vous dis maintenant, retenez cette fiche ici. Nous définissons des conditions nécessaires, mais pas suffisantes, et des conditions suffisantes pour que ça soit une seule santé. Avant de pouvoir travailler sur une seule santé, on doit absolument connaître les détails de l'aspect population jusqu'à l'aspect moléculaire de la relation homme, animal, environnement et de leur interaction. C'est seulement si nous connaissons à fond comment les animaux, les hommes et l'environnement interagissent que nous pouvons avancer vers une seule santé. Et maintenant, la condition suffisante, c'est de démontrer une valeur ajoutée de cette collaboration entre les médecins et les vétérinaires en tant que santé, en tant qu'économie financière, en tant que bénéfice écosystémique. Des médecins et des vétérinaires peuvent travailler chacun dans leur coin. Ils guérissent des animaux et des hommes, mais quand ils travaillent ensemble, ils vont guérir plus d'animaux, plus d'hommes. Ils vont sauver plus d'argent, ils vont protéger mieux l'environnement que s'ils ne collaborent pas. Mais pour montrer cela, on a besoin de nouvelles méthodes. Qui étudie la santé humaine et animale en même temps. La plupart d'entre vous vont travailler soit sur la santé humaine, soit sur la santé animale, soit sur l'environnement, mais c'est rare que les gens travaillent sur les deux sujets en même temps. Et les exemples qui suivront vont vous montrer des exemples de ces approches intégrées. Maintenant, avant de pouvoir se lancer dans ce genre de projet, nous ne pouvons pas directement entrer en matière. Nous avons besoin d'un processus social, c'est-à-dire nous devons impliquer tous les acteurs dans cette approche. Dans la plupart des cas, nous avons affaire à des autorités, nous avons affaire à des communautés, nous avons affaire aux chercheurs. Et comment les mettre ensemble? Dans la plupart des cas, les académiques ne veulent pas travailler avec les communautés ou bien les autorités. Il y a un fossé entre les deux ou les trois. Donc, nous sommes convaincus que dans la plupart des situations, il est beaucoup plus avantageux, voire impossible de l'ignorer, d'impliquer les acteurs non académiques. Donc, nous appelons l'interaction de la science et de la société, nous appelons ça une approche transdisciplinaire. Comparée à une approche entre disciplines académiques, soit la médecine ou les sciences humaines, ça, nous appelons une approche interdisciplinaire. Donc, une seule santé est intrinsèquement interdisciplinaire parce que nous faisons un pont entre la santé humaine, animale et bien d'autres disciplines, sciences sociales, anthropologie, économie, mathématiques. Donc nous travaillons très en interdisciplinaire, mais nous travaillons aussi en transdisciplinaire, c'est-à-dire nous coproduisons du savoir de transformation pour résoudre des problèmes sociétaux. Comment est-ce que ça se présente? Vous voyez ici deux exemples. À gauche, c'est une image qui a été prise au lac Tchad, en Afrique centrale,
À droite, c'est une image qui a une valeur unique parce qu'elle est prise à 100 km au nord de Tombouctou, au Mali. C'est un endroit où nous ne pouvons pas aller aujourd'hui parce qu'il y a le terrorisme de Al-Qaïda qui nous prévient d'y aller. Et dans ces deux situations, nous avons mis ensemble les autorités. À gauche, vous voyez le médecin, le vétérinaire en chef du Tchad. À droite, c'est les autorités politiques de Tombouctou. Il y a même le médecin-chef de Tombouctou. Il y a les communautés. Ici, ce sont surtout des nomades, des éleveurs mobiles qui bougent avec leur bétail. Et nous avons les chercheurs. Voilà, les chercheurs arrivent. Et en mettant tous ces gens ensemble, et si on arrive à briser la glace de la méfiance, on peut développer des cadres de négociation et de consensus, comment avancer des questions de recherche, comment planifier des interventions localement adaptées. Et souvent, les communautés et les autorités nous disent « nous sommes jamais parlé ». Donc, nous, les chercheurs, commençons à jouer un rôle d'interlocuteur. Et il est important que nous soyons honnêtes et transparents dans cette fonction, de ne pas abuser de ce pouvoir. Mais c'est une approche extrêmement bénéfique et ici je vous montre un des résultats de cette approche. Quand nous avons commencé à développer des systèmes de santé pour les nomades, des éleveurs mobiles qui n'ont pas de data, disons, qui n'ont pas de domicile fixe, et qui ont presque aucun soin de santé, nous avons créé un groupe composé de médecins, de vétérinaires, de microbiologistes, de géographes, et nous avons étudié la santé des hommes et des animaux en même temps. Et figurez-vous, on a trouvé qu'il y avait plus de bétail vacciné que d'enfants. Aucun enfant avait les vaccins du PEV, du programme élargi de vaccination. Alors, on a justement utilisé une telle approche que vous voyez ici, encore une fois, une approche transdisciplinaire. On a négocié avec les autorités de santé publique et avec les communautés comment est-ce qu'on peut approvisionner des services de santé qui sont adaptés à votre mode de vie. Et effectivement, on est tombé d'accord sur une approche conjointe, c'est-à-dire quand les vétérinaires sortent pour aller vacciner du bétail, ils prennent avec eux des infirmières qui en même temps peuvent vacciner des enfants et des femmes, qui peuvent donner des médicaments de qualité, qui peuvent faire l'enseignement de santé. Et par cette approche, on a pu économiser 15% des coûts parce qu'on a partagé la logistique et la chaîne, la logistique et la chaîne froide. Donc, vous voyez un avantage de collaborer entre médecins et vétérinaires dans une situation particulière en Afrique. Si on fait la traduction au Canada, on pourrait imaginer que des équipes mixtes vont dans le Grand Nord chez des populations inuites pour leur rendre des services dans leur situation. Maintenant, vous savez qu'il y a environ 600 maladies qui sont transmissibles entre l'animal et l'homme. Et ces maladies sont un exemple type et idéal de démontrer l'avantage d'une telle collaboration entre médecins et vétérinaires. J'aimerais d'abord vous parler de la brucellose. La brucellose est une maladie bactérienne qui fait des avortements chez les moutons, les chèvres et les bovins. Vous voyez ici l'exemple d'un avortement chez une brebis. Donc ça, c'est le symptôme type de cette maladie. L'homme est très susceptible à cette maladie. Il peut s'infecter par contact direct. On appelle ça une exposition professionnelle, ou bien il peut s'infecter par la consommation de lait ou de produits laitiers crus. Donc, chez l'homme, ça fait une maladie chronique, fiévreuse, qui peut durer jusqu'à 3 ans si elle est mal soignée. On peut soigner la maladie chez l'homme avec des antibiotiques et on peut vacciner le bétail contre cette maladie. Il existe des vaccins qui permettent d'interrompre la transmission.
Maintenant, tout d'abord, quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'informations, vous aimeriez bien savoir d'où vient la maladie. Est-ce que c'est le mouton ou est-ce que c'est la chèvre ou est-ce que c'est les bovins qui sont les plus importants vecteurs et aussi réservoirs de la maladie? Je vous prends en Asie centrale, au Kyrgyzstan. C'est un pays entre la Chine et le Kazakhstan, l'ancienne Union soviétique. Et là, nous nous sommes demandé, mais quel est le réservoir principal de la maladie? Si je vous demande maintenant, est-ce que ce sont les moutons, ou bien est-ce que ce sont les chèvres, ou est-ce que ce sont les bovins? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé une étude transversale intégrée. On a examiné presque 2000 bovins, 2000 moutons, 1200 chèvres et presque 2000 humains en même temps, dans le même ménage ou bien dans le même village. Et par la suite, c'était une étude classique transversale et épidémiologique. Et nous avons fait la régression de la séropositivité à la brucellose humaine par rapport à la séropositivité animale. Et ce qui est sorti était que c'est clairement le mouton. Le mouton est le réservoir principal de la maladie au Kyrgyzstan. Cet exemple vous montre qu'avec une étude intégrée homme-animal, vous pouvez en un seul coup identifier la source d'une maladie zoonotique. Et cette étude vous coûte beaucoup moins qu'elle vous coûterait si vous étudiez seulement l'homme ou seulement l'animal. Et si vous étudiez seulement l'homme ou l'animal, vous ne découvrez pas le lien épidémiologique. Donc, la valeur ajoutée, c'est l'économie en fonds de recherche et le savoir incriminé par l'étude intégrée. Mais on ne veut pas s'arrêter là. On aimerait savoir où est-ce qu'on doit investir. Revenons vite au schéma de transmission. C'est bloqué. Attendez, je vais essayer d'avancer. Est-ce que vous pouvez avancer mécaniquement? Voilà. Maintenant, souvenez-vous, la maladie est transmise entre moutons, entre chèvres, entre bovins et elle est transmise à l'homme. Alors maintenant, si vous êtes ministre de la Santé, ça peut vous arriver. Beaucoup de mes anciens étudiants ont des très hautes fonctions dans les autorités. Où est-ce que vous investissez votre argent? Est-ce que vous mettez tout l'argent pour le soin des hommes ou bien vous investissez dans la lutte contre la maladie chez le bétail qui vous permet d'interrompre la transmission? Quelle est votre option? Où est-ce que vous mettez votre argent? Vous n'avez pas assez d'argent pour les deux, l'un ou l'autre. Regardons. En fait, ça c'était la question que l'OMS nous a posée pour la Mongolie parce qu'après la fin de l'Union soviétique, du système socialiste, la maladie est revenue en flèche. Et tous les experts ont recommandé l'intervention chez l'animal par vaccination de masse. Ici, vous voyez une photo historique des années 70 quand les experts du Comecon de la Tchécoslovaquie ont aidé la Mongolie à presque éliminer la maladie. Mais aujourd'hui, elle est revenue à cause du système libéral. Alors, nous avons créé un modèle mathématique avec ce schéma de flux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais tout de suite aller à l'analyse économique. Pour un coût de 8 millions de dollars pour 10 ans, c'est la barre à gauche, vous avez des bénéfices de seulement 3 millions. C'est pour la santé publique. C'est la petite barre à droite. Et vous voyez, donc, si vous êtes ministre de Santé publique, quelle est votre conclusion? Ça ne vaut pas la peine. Les bénéfices pour la santé publique sont beaucoup moindres que les coûts d'intervention. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons
demandé à 250 patients leur coût privé de la santé, ce qu'on appelle out of pocket cost, leur perte de revenus. Et nous avons aussi calculé le bénéfice de la vaccination pour une meilleure productivité du bétail. Parce que si les animaux n'avortent plus, ils ont une meilleure fertilité, ils se reproduisent mieux et vous avez plus de viande, vous avez plus de lait. Alors si nous mettons tous ces bénéfices ensemble, vous avez la barre totalement à droite. Et vous voyez que la somme des bénéfices, ce qu'on appelle sociétal, est 3 fois plus élevée que les coûts d'intervention. Donc vous voyez, si nous élargissons notre perspective de la santé publique seule à toute la société, tout d'un coup, la lutte contre une maladie comme la brucellose devient rentable, aussi dans un contexte d'un pays en développement comme la Mongolie. Allons plus loin. La rage est une maladie virale. Elle est transmise surtout par la morsure de chiens. Le plus de rage, vous trouvez aujourd'hui en Inde, mais toute la région sud-est asiatique, mais aussi l'Afrique, sont toujours fortement prises. Nous avons chaque année toujours encore 60 à 70 000 morts de la rage au monde. Alors, je vous pose la même question. Où est-ce que vous investissez votre argent ? On peut protéger l'homme par une vaccination post-expositionnelle. Tout de suite après la morsure, si vous vaccinez les gens, vous pouvez sauver leur vie. Parce que le virus prend du temps pour arriver au cerveau. Par contre, vous pourriez imaginer de vacciner les chiens. En vaccinant 70% de chiens, vous pouvez interrompre la transmission. Alors, la question se pose de nouveau. En fait, elle était motivée par nos essais pilotes où nous avons pu montrer qu'il était possible de vacciner 70% de chiens dans une ville africaine comme N'Djamena, la capitale du Tchad. Et après, nous avons parlé avec le ministre de la Santé publique, nous lui avons dit « Mais si vous nous aidez à vacciner les chiens, nous pourrions éliminer la rage. » Et il a dit « Je suis en charge de l'homme et pas du chien. » Après, nous avons parlé avec le ministre de l'élevage et nous lui avons dit si vous nous aidez à vacciner les chiens, nous pouvons éliminer la rage et il n'y aura plus de cas humains. Il a dit je suis en charge du bétail, mais pas des chiens. Donc apparemment, il n'y avait pas de ministre compétent pour les chiens au Tchad. Alors nous étions très frustrés et nous nous sommes posé la question qu'est-ce qui est moins coûteux, de s'investir dans la lutte contre le chien ou bien de la protection de l'homme seul? Et nous avons obtenu de l'argent pour vacciner toute la ville de N'Djamena. Donc à 2 reprises, 2012 et 2013, nous avons vacciné 20 000 chiens à N'Djamena. Donc quelques images. Ici, on a réuni les 52 chefs de quartier à N'Djamena qui ont trouvé un consensus comment organiser la campagne. Ensuite, on a commencé les vaccinations. Donc ici, vous voyez des équipes qui vaccinent des chiens et chaque chien vacciné a reçu un collier. On a aussi vacciné des singes, on a aussi vacciné des chats, mais ces espèces ne sont pas nécessaires comme réservoir. Et vous voyez aussi l'importance des enfants. C'est souvent les enfants qui ont apporté les chiens. Et par la suite, nous avons fait un modèle similaire de transmission chien-homme, un modèle mathématique qui nous a permis de démontrer que déjà après la première campagne de vaccination, il y avait une très forte chute de la transmission. On a quasiment pu interrompre la transmission et on a pu garder la ville de N'Djamena libre de la rage pendant 1 année. Après, elle est revenue de l'extérieur, mais ça c'est normal parce que la surface était trop petite pour vraiment le tenir libre pour une longue durée. Et voici l'économie. Donc, si vous soignez, si vous vaccinez toutes les personnes qui se font mordre par un chien, ça vous fait des coûts répétitifs parce que pour la ville de N'Djamena, chaque année, vous avez au moins 300 personnes qui se font mordre. Et donc, vous avez la courbe pointillée qui
qui est croissante continuellement parce que vous n'interrompez pas la transmission. Par contre, si vous vaccinez 2 fois 70% des chiens, vous avez des coûts plus élevés au départ, mais après la courbe, elle est moins croissante et vous coupez la courbe de la vaccination humaine seule et à la longue, l'intervention dans les réservoirs est moins coûteuse que l'intervention dans l'homme. Encore un exemple d'une valeur ajoutée de la collaboration entre médecins et vétérinaires. Ça, c'est un résultat que vous n'obtenez pas si vous étudiez seulement le chien ou seulement l'homme. Continuons. Beaucoup de gens me critiquent, ils me disent « Oui, Jacob, c'est intéressant ce que tu fais, mais c'est seulement appliqué dans les pays en développement. » Et je leur dis « Non, c'est pas vrai. » Nous avons un excellent entre guillemets, exemple des Pays-Bas. 2007-2009, il y avait 3000 cas de fièvre Q. C'est une maladie très similaire à la brucellose. C'est transmis entre moutons, chèvres et l'homme. Et les autorités de santé publique se sont plaints auprès des services vétérinaires parce qu'ils ne les ont pas informés d'une très grande épidémie chez les chèvres. Donc, le manque de communication, c'est quasiment universel. Donc, une seule santé est vraiment l'amélioration de la communication en premier lieu. Nous ne cherchons pas à créer des nouveaux ministères. Ça serait inutile. Nos ministères sont très bien, très fonctionnels, mais ils doivent mieux communiquer. On a parler à midi des questions du changement climatique. Et il y a un excellent exemple de calcul de la Banque mondiale qui dit que dans des maladies qui sont transmissibles entre moustiques, faune sauvage, faune animaux domestiques et l'homme, le plus vite que vous découvrez la maladie, le moins est le coût cumulatif de la maladie. Donc vous voyez, Vous voyez la courbe croissante noire, ça c'est les coûts cumulatifs. Et à gauche, vous voyez la détection dans l'environnement, la détection dans la faune sauvage, la détection dans les animaux domestiques et chez l'homme. Si vous attendez à trouver la maladie seulement chez l'homme, les coûts sont maximaux. Un exemple parfait de cela est la surveillance du West Nile virus dans Emilia-Romagna en Italie, où le système intégré de surveillance touche les moustiques, les oiseaux sauvages, les chevaux et l'homme. Et rien que par la prévention de transfert de sang entre hommes, contaminés, on peut déjà économiser tout l'argent qu'on dépense en plus par la surveillance intégrée. Donc ça, c'est un exemple qui est applicable mondialement, qu'on commence à surveiller ce genre de maladie de manière intégrée, homme, animal et l'environnement. Et je reviens au Canada, des institutions homme et animal intégrés n'existent peu au monde et vous pouvez être fiers. Le Canadian Center à Winnipeg est un des rares laboratoires homme et animal au monde. Et la Banque mondiale a calculé que le Canadian Science Center économise 26% de leurs coûts d'opération parce qu'ils travaillent ensemble. C'est un exemple type de One Health au niveau institutionnel. En Suisse, je dois vous dire que nous avons créé un laboratoire de haute sécurité animale et humain séparés. Donc on gaspille de l'argent. Et l'exemple qui est pour moi le plus fabuleux, c'est le PICRA. Le PICRA, c'est le système de surveillance intégré de surveillance de la résistance aux antibiotiques au Canada, qui est totalement intégré. Vous êtes à la tête au plan mondial avec ça, parce que vous surveillez la résistance chez l'homme, chez l'animal, dans la chaîne alimentaire, dans l'eau, dans les sols, un peu partout. Et par cela, vous économisez énormément d'argent et vous arrivez à détecter ces résistances beaucoup plus tôt que si vous ne le faites pas.
Donc vous êtes en tête du monde par cela. Mais avec ça, nous partons de la One Health pure parce que nous arrivons à éco-santé. Et ma collègue Michel va vous parler plus de ça. Je vais juste te donner le point de départ parce que je vous donne l'exemple ici de l'agriculture fortement intégrée au Vietnam. Les Vietnamiens sont les champions de réutilisation de tous les excréments, de toutes les ressources en nitrogène et en phosphore. Mais si vous regardez ce bel fleuve-là, c'est malheureusement un seul égout de la ville de Hanoï qui est plein d'excréments, plein de pesticides, plein de métaux lourds, et je te laisserai la parole à ce sujet, mais ça nous montre que l'approche homme-animal ne se limite pas seulement aux hommes et aux animaux, mais elle doit s'élargir à l'environnement tout court. Et donc, si nous ne prenons pas soin de notre planète, nous allons détruire notre propre santé à long terme. Donc, nous devons vite avancer vers des approches totalement intégrées. C'est plus difficile, ça demande de détruire des barrières, mais c'est très très porteur parce que ça va nous permettre de résoudre des problèmes vraiment à long terme. Ça, c'est encore un exemple d'une étude de combinaison de l'analyse des flux des matériaux et de la microbiologie, mais ça n'apporte pas beaucoup plus de ce que je dis. Et j'aimerais résumer ici encore les concepts. Donc vous avez la santé publique, le cercle rouge, vous avez la santé animale, le cercle bleu, et l'intersection, c'est une seule santé, One Health. Mais si vous élargissez votre vision au système socio-écologique, donc homme-environnement, nous parlons des approches éco-santé, des approches écosystémiques à la santé, ou bien des approches de santé dans des systèmes socio-écologiques, en anglais « Health in Social Ecological Systems ». Et pour conclure vraiment, nous avons un cours en ligne qui est ouvert encore dans Future Learn, c'est une plateforme gratuite. Si vous mettez Future Learn One Health, vous tombez sur le cours. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Zinstag. Alors, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, on va demander à nos trois panélistes de réagir à ce qu'ils viennent d'entendre et aussi d'ajouter leur point de vue. Alors, on va commencer par Christian Baron au centre. Christian Baron, qui est de la faculté de médecine non vétérinaire de l'Université de Montréal. Monsieur Baron. Oui, merci beaucoup. Je suis Christian Baron, professeur au département de biochimie et médecine moléculaire de la faculté de médecine et vice-doyen à la recherche. Mais quand vous regardez ma formation, d'où je viens scientifiquement, je suis microbiologiste de formation, en PhD avec une formation en bactériologie. Dans mon laboratoire, on fait les études des mécanismes moléculaires des maladies. On veut comprendre les mécanismes, la façon de faire, comment est-ce que des bactéries peuvent causer des maladies. On étudie les mécanismes moléculaires qui font en sorte que les bactéries, qui sont d'ailleurs typiquement pas pathogènes, deviennent pathogènes. Quand on regarde la littérature scientifique, la pratique plus en recherche fondamentale, et vous lisez des journaux que moi je lis, des publications entre des personnes, des chercheurs qui publient au sujet des pathogènes humains et des animaux sont juste à côté. Là, il n'y a pas de deux solitudes. Il y a des papiers, des publications sur des pathogènes humains, des vaches, des moules, des huîtres utilisées comme modèle pour les études des sciences fondamentales. Donc, du point de vue des sciences fondamentales, il n'y a absolument aucune barrière dans la compréhension scientifiquement entre les bactéries qui causent des maladies pour les humains ou pour les animaux. Aucune barrière. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de deux solitudes ici. C'est assez au courant qu'on travaille avec des pathogènes humains et même des plantes en même temps et parfois même au même laboratoire. Une question qui motive beaucoup ma propre recherche, c'est la résistance croissante aux antibiotiques.
une menace qui nous interpelle tous. Et là, peut-être j'ai des petites questions à notre audience, même elle n'est pas forcément interactive ici. Mais est-ce que vous pensez, peut-être de certaines personnes, peut-être la jeunesse ici, en première ou deuxième rangée, est-ce que vous pensez les gènes qui causent la résistance contre les antibiotiques, on les trouve juste dans les hôpitaux? Ou à la garderie, ou dans le métro, vous avez peut-être vu des articles récemment. Quand vous allez à la cabane ou Mont-Tremblant pour faire le snow, est-ce que vous pensez que les gènes qui causent la résistance vont se trouver là? Pas sûr, mais je veux dire oui. Et effectivement, ce sont des études qui ont été faites il y a quelques années par mes anciens collègues à l'Université McMaster qui ont regardé un peu partout dans les milieux assez ruraux, éloignés. Ils ont trouvé des gènes qui causent la résistance contre les antibiotiques, même les plus modernes, les plus récentes. On les trouve un peu partout dans la nature. Donc, ce n'est pas forcément lié toujours à l'usage des antibiotiques. Ça, c'est un fait scientifique. Deuxième question, là je ne vais pas vous cibler encore une fois, peut-être ici mes collègues de la faculté de médecine. Est-ce que vous pensez que les gènes, la résistance, qui causent la résistance contre les antibiotiques sont anciens, sont vieux? Moi, Dr. Bellumer, vous êtes... ils sont très vieux, de 50 ans, 100 ans, 1000 ans, plus vieux. Mais ça, vous savez très bien, je suis content, mais à toute fin pratique, les gènes qui déterminent la résistance sont très vieux. Il y avait une autre étude, aussi par mes collègues de McMaster, publiée il y a quelques années. Ils ont vraiment regardé dans les gels, dans les sols gelés du pergysol, qu'on a daté qui date 30 000 ans. Ils ont isolé les gènes qui causent les antibiotiques. Ils ont trouvé les mêmes gènes de résistance qui sont très similaires à la résistance. Et ils ont même trouvé des gènes qui causent la résistance contre ça, ce qu'on appelle les antibiotiques de réserve. Les plus modernes, ils existaient déjà il y a 30 000 ans. Donc, c'est un fait tout à fait naturel qui nous appelle tous. Maintenant, quand on parle de la résistance contre les antibiotiques, et là, je vois le timer ne fonctionne pas, donc vous allez me signaler quand je parle trop. Les antibiotiques peuvent causer beaucoup de tort. Il y a des rapports qui ont été publiés il y a quelques années. Le rapport O'Neill était assez spectaculaire. Il a indiqué qu'en 2050, jusqu'à 10 000 personnes par année pourraient mourir de la résistance contre les antibiotiques. C'est vrai ou non? Pas sûr. Mais plus récemment, il y a un rapport peut-être un peu plus conservateur publié qui a été mandaté par la résistance, par l'Agence pour la santé publique du Canada, qui est arrivé à la conclusion qu'au courant des 30 prochaines années, jusqu'à 40 000 Canadiens pourront mourir. Même s'ils sont assez conservateurs quand ils font des projections, quand il y avait des coûts de jusqu'à 400 milliards pour notre économie, c'est très significatif. Il faut s'inquiéter. On parle parfois d'un tsunami, d'une ère post-antibiotique qui va arriver et je pense que les décideurs politiques sont interpellés de réagir. Ils le font parfois, mais selon moi, pas encore assez. Mais quand même, il faut le dire, le développement de la résistance, ce n'est pas quelque chose de nouveau, comme j'ai déjà expliqué. C'est un phénomène tout à fait naturel, mais il faut réagir à cette menace. Donc, pourquoi est-ce que maintenant on en parle plus? Il y avait certainement une surutilisation des antibiotiques au système médical dans le passé. Vous vous rappelez peut-être mes parents, vos parents, à l'époque, il y a 30 ans, ils étaient fiers d'avoir une prescription de leur docteur et ça coûtait cher. Ils étaient fiers d'avoir un antibiotique pour la prévention de la grippe. Je suis assez certain que les médecins maintenant sont mieux formés, qu'ils ne vont pas faire ça là, mais quand même, il y a probablement une surutilisation, pas encore, mais certainement il y a d'autres pays, où l'économie, les conditions socio-économiques sont un peu distinctes, où il y a encore une surutilisation. Je vais en finir en disant, quand on parle d'une santé, pour moi c'est un concept que je questionne pas du tout. Il n'y a pas une autre santé, il y a juste une seule santé, vu qu'il y a des maladies qui infectent des animaux, et comme M. Zinzdak a déjà bien expliqué, la brucellose est un très bel exemple. Il y a aussi la peste. Tout le monde ici, on vit dans une ville francophone, la peste, tout le monde devrait savoir que des maladies qui causent des maladies qui infectent les animaux peuvent aussi infecter les humains, c'est bien connu.
La brucellose est un autre bon exemple, une maladie qui typiquement n'a pas attiré trop d'attention parce que c'est une maladie des pays en développement. Par contre, elle a attiré beaucoup d'attention parce qu'après la dernière guerre du Golfe, il y avait effectivement des craintes qu'il y a des armes biologiques qui pourraient exister, qui existaient probablement en Irak par Saddam Hussein. Donc l'armée américaine a investi beaucoup d'argent pour faire la recherche ce genre de bactéries-là parce qu'elle pensait que l'armée américaine pourrait être menacée par cette maladie. Je conclue en disant, c'est clair, il y a des silos, on va certainement en discuter, mais pour la recherche fondamentale, ça n'existe pas du tout, il n'y a pas de barrière. Et je pense que le fait que nous sommes ici, au sein de l'Université de Montréal, montre aussi que nous réalise que nous souhaitons briser les silos. Et c'est pour cette raison, c'est un plaisir d'être ici et d'échanger avec mes collègues. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Baron. Laissez-moi le microphone toujours ouvert, parce que je peux intervenir à tout moment. D'accord, merci. Merci beaucoup, Monsieur Baron. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième panéliste, Michel Bouchard, de l'ESPOUM, École de santé publique de l'Université de Montréal. Vos réactions, Madame Bouchard. Merci beaucoup. Comme vous avez pu voir de mes collègues Zinstag et Baron, le concept d'une seule santé, c'est pas nouveau en soi. Par contre, ça a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, notamment avec les cas de santé publique zoonotique. Vous avez eu des exemples avec le Dr Zinstag et avec les cas de résistance aux antibiotiques. Alors, d'un point de vue de santé publique, qui est mon expertise, le concept d'une seule santé implique que la santé des individus, de chacun et de tous, est étroitement liée à la santé de l'environnement, donc de notre écosystème, et la santé des animaux, donc les animaux de bétail, mais aussi les animaux domestiques. Lorsqu'on applique le concept d'une seule santé, de notre point de vue de santé publique, ça implique absolument qu'il y ait une collaboration, une communication entre les disciplines. Donc, non seulement la médecine vétérinaire ou la médecine, mais également les autres sphères comme les sciences de la santé, mais aussi les sciences sociales. Donc, ça implique une concertation entre les disciplines, mais aussi une concertation qui va au-delà des disciplines, donc qui est transdisciplinaire, où à ce moment-là, on va aller vers une co-construction du savoir et travailler avec les utilisateurs de connaissances comme les décideurs publics, et également la société, donc les communautés qui sont les personnes concernées. Donc, le concept d'une seule santé, c'est vraiment où on travaille ensemble vers une action concertée pour atteindre une meilleure santé. Vous avez vu donc des exemples appliqués aux agents pathogènes. Moi, j'aimerais vous donner un exemple qui est mon expertise particulière, qui est appliqué aux contaminants chimiques de notre environnement. Et un exemple type, ce sont l'utilisation des pesticides. Alors, vous savez tous qu'on utilise largement maintenant les pesticides pour lutter contre les insectes. On les utilise pour les plantes, au niveau des plantes, contre les fongicides, des bactéries. Alors, on en déverse dans notre écosystème et ça pose un risque pour l'écosystème. Ça pose un risque pour la biodiversité de l'écosystème et aussi pour la résilience des sols au niveau agricole. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le sol va moins bien réagir à une menace pouvant être, par exemple, un feu, mais aussi, par exemple, un changement climatique. Alors, ça, c'est au niveau de l'écosystème. Et ensuite, l'utilisation des pesticides, vous le savez, on les utilise sur les animaux qui sont destinés à des fins de consommation, mais aussi les animaux domestiques. Par exemple, on traite contre les tiques, les puces. Alors là, vous voyez, on a l'environnement où il y a l'utilisation de pesticides, les animaux, et ensuite, il y a l'humain. Alors, l'humain, on est exposé comment? Par l'air, l'eau, le sol, mais on est aussi exposé par notre alimentation. Puis en fait, notre alimentation, c'est une des sources principales d'exposition aux pesticides. Et lorsqu'on regarde pour les générations à venir, il faut se préoccuper de ça parce que la contribution alimentaire des pesticides va avoir un impact sur la qualité des aliments, la durabilité des aliments et une alimentation qui est saine.
Alors, si on se remet maintenant dans le contexte des menaces, alors, outre l'augmentation de la population mondiale, d'un point de vue de sécurité alimentaire, on a aussi les changements climatiques qui vont avoir un impact sur la sécurité alimentaire et dont il faut se préoccuper en lien avec les pesticides notamment. Si je reviens donc avec les pesticides, ça menace l'environnement, les animaux, l'humain, et on voit que pour être capable de contrer cette menace-là, surtout dans un contexte actuel où l'innovation agricole est largement motivée par les intérêts des industriels, c'est là qu'une action concertée entre les disciplines et aussi entre les utilisateurs de connaissances, donc les décideurs publics, mais également les communautés, c'est là qu'on va aller vers une meilleure santé et donc une seule santé par cette action concertée. L'exemple que je donne avec les pesticides est un exemple qui est l'exemple type qu'on donne en général dans notre domaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Et on passe maintenant à notre troisième panéliste, David Kaiser, de la santé publique, non pas de l'École de santé publique, mais de la direction de la santé publique de Montréal. Donc, vous avez les pieds là, dans la pratique quotidienne en termes de santé publique. Alors, allez-y, M. Kaiser. Oui, merci. Alors, je ne suis spécialiste de rien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, cette approche, dans un contexte urbain, parce qu'on a quand même un peu d'agriculture urbaine à Montréal, mais très peu d'élevage, alors peu d'animaux d'élevage, et aussi, somme toute, peu d'agriculture en termes de superficie totale. On n'a pas non plus beaucoup de zoonoses endémiques à des niveaux qui génèrent beaucoup de coûts. On a la maladie de Lyme, bien sûr, qui arrive à Montréal depuis quelques années, qui va être en évolution. Et puis, on a des cas de virus du VNO, virus du Nil de l'Ouest, mais comparé à des milieux ruraux, on est relativement protégé parce qu'on est dans un contexte très urbanisé. Alors, j'ai deux éléments. Un élément, je pense, c'est plus une approche ou un endroit où on peut travailler avec cette approche-là pour bonifier nos messages, pour être peut-être plus efficace dans ce qu'on fait, mais aussi une question que je me pose en écoutant la présentation. Alors, au niveau des changements climatiques, ça a été mentionné, et je pense que là, on a quelque chose d'assez évident. Notamment en lien avec l'alimentation. On sait bien que l'alimentation contribue de façon importante à la production de GES au niveau mondial. Alors, les choix alimentaires qu'on fait ont un impact. Ça, c'est un volet, mais aussi de façon plus locale, si on veut avoir des systèmes alimentaires plus résilients et plus durables à Montréal ou dans le sud du Québec, il faut qu'on travaille mieux à intégrer justement les approches au niveau de la médecine vétérinaire, au niveau de la santé publique, pour qu'on puisse complémenter, je dirais, l'approvisionnement plus mondial avec des systèmes locaux qui sont plus résilients, plus durables. Ça, je pense que c'est assez évident, puis il y a peut-être un petit travail à faire pour qu'on se comprenne bien et qu'on intègre bien ces messages-là. Puis après ça, la grande question que je me pose en écoutant, en y réfléchissant, c'est comment traduire la notion de transdisciplinarité dans un contexte où les choix de consommation qu'on fait dans un milieu urbain sont notre principal lien avec la production. C'est-à-dire, les animaux sont pas à côté. Ce qu'on mange vient souvent de très loin. Alors, on ne peut pas asseoir ou facilement les producteurs, les consommateurs, les décideurs autour d'une même table de la même façon que dans un contexte de nomades au Mali. Et puis, je pense que c'est un concept qui est bien reconnu, que d'essayer de faire comprendre à quelqu'un qui grandit dans le milieu urbain l'impact de ses choix de consommation est beaucoup plus difficile quand on est si loin de la production. Moi, j'ai grandi sur une ferme, on n'est pas si loin. J'ai grandi à 1 heure de Montréal, puis on a beaucoup de production agricole, mais la distance, disons, sémantique est quand même importante. Et ça, c'est la question que je me pose. Je pense qu'il y a sûrement des réponses, il y a sûrement de bonnes réponses, mais de dire comment est-ce qu'on applique cette
cette notion de transdisciplinarité à des milieux urbains où ce qu'on veut, c'est de faire comprendre aux gens la chaîne d'approvisionnement et les choix qui sont faits dans cette chaîne-là qu'ils ne voient pas. Et à la fin, ils voient un produit, mais ce produit-là, les principaux impacts ou la façon que moi, comme consommateur à Montréal, que je puisse influencer l'utilisation de pesticides, l'utilisation d'engrais chimiques, la santé je suis végétarien, militant, alors je ne mange pas d'animaux, mais la santé des animaux pour la production, la façon que je peux influencer ça, c'est avec mes choix de consommation. Si je choisis de manger bio, ben c'est comme ça que je réduis la charge de pesticides. C'est pas moi qui va faire la décision et c'est pas mon voisin qui produit et où ce que je peux voir l'impact direct. Alors voilà, c'est une question que je lance et auquel j'imagine qu'il y a de bonnes réponses, mais que je trouve quand même pour moi très centrale comme praticien de santé publique. Au fond, la question est comment appliquer un concept aussi beau, aussi généreux, aussi large qu'une seule santé dans votre pratique à vous de praticien de la santé publique? Ben, en fait, praticien de santé publique dans un milieu urbain où on est, c'est presque un cliché, mais on est déconnecté de la nature, on est déconnecté des systèmes de production et ça se répercute de différentes façons. Mais ici, dans les choix alimentaires, je pense que c'est vraiment évident cette déconnexion-là. Et puis, c'est pas aussi facile que de dire on met tout le monde autour de la table parce qu'on a une chaîne d'approvisionnement qui est globale. Mm-hmm. J'aurais une question pour M. Zinstag tout de suite. On a parlé de médecine humaine, médecine vétérinaire, donc santé humaine et santé des animaux. Mais il y a une autre partie de l'équation dont il faudrait tenir compte aussi. C'est je sais pas comment la santé botanique, la santé tout le monde végétal, surtout si on se met à manger plein de végétaux. Comme notre panéliste le recommande, il y a aussi toute cette question-là. Est-ce que c'est intégré dans le concept d'une seule santé? En principe, oui. Je peux vous donner un exemple de l'Ouganda. En Ouganda, dans certains villages, il y a des services intégrés santé humaine et santé des plantes. C'est-à-dire, le matin, des femmes de village viennent avec leur bébé pour le faire examiner et en même temps, ils apportent leurs plantes qui ont des maladies et puis ils montrent ça aux phytopathologues. et comme ça, ils reçoivent une recommandation pour gérer leur potager et en même temps, ils peuvent soigner leur enfant. Ça existe bel et bien, mais il y a un très grand potentiel à élargir. Mm-hmm. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir à ça ou... Alors, on va prendre un exemple qui semble assez, je dirais, évident, c'est la question des antibiotiques. Mais je pense que ça, tout le monde le sait qu'il y a un problème de surutilisation des antibiotiques dans l'élevage. Les vétérinaires sont complices ou responsables de cette question, de ce problème-là, dirons-nous, parfois. Donc ça, dans le cas de la résistance aux antibiotiques, le concept d'une seule santé ou une seule maladie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est quand même bien incrusté déjà, non, monsieur Zinstag? Bon, effectivement, nous avons un très bon exemple du PICRA. Dans le cadre du PICRA, on a découvert un patient qui avait une salmonelle qui était résistant à la fluoroquinolone. Et comme ils avaient le système totalement intégré, dans la même base de données, ils ont trouvé un cas d'un élevage de volailles qui avait la même salmonelle avec la même résistance. Et génétiquement, les souches étaient liées. Et ça, c'est un exemple type qui montre que si la communication se passe bien, on peut très rapidement identifier les sources de résistance. Mais j'aimerais être provocateur, j'aimerais être iconoclaste dans le sens qu'il n'est absolument pas prouvé que c'est l'utilisation en santé animale qui est la seule cause des résistances aux antibiotiques. Pas la seule, mais une cause participante quand même. Je dirais la plus grande source provient vraiment de la transmission homme à homme. Oui. Mais c'est un champ de recherche où nous devons progresser encore par des études comme je les ai décrites. Mais on sait quand même que dans le domaine de l'élevage,
l'élevage, les antibiotiques, il y a une consommation gigantesque d'antibiotiques, probablement en termes de kilos d'antibiotiques beaucoup plus grande que chez les humains, non? Ouais. Bon, là, il y a une grande différence entre l'Europe et l'Amérique du Nord. En Europe, il est quasiment interdit d'utiliser des antibiotiques comme promoteurs de croissance. Or, en Amérique du Nord, c'est toujours autorisé. On le fait toujours, c'est vrai. Oui. Monsieur Baron, justement, sur cette question-là, avec les animaux, est-ce que vous dites, bon, c'est les mêmes gènes, évidemment, c'est les mêmes bactéries souvent, c'est les mêmes gènes. Est-ce que vous travaillez, vous, dans votre vie quotidienne de chercheur sur cette question-là, avec des collègues de médecine vétérinaire? Non, ce n'est pas quelque chose que moi je fais personnellement, mais je pense que c'est un enjeu qui montre très bien la nécessité pour des approches transdisciplinaires qui impliquent aussi les sciences économiques et sociales humaines. Parce qu'ici, la question, est-ce qu'on utilise, même la question, personne ne va questionner l'idée, si un animal est malade, on veut le traiter, un humain est malade, on veut le traiter, mais l'usage des promoteurs de la croissance, c'est quand même un peu limite ici. Ça contribue à l'efficacité de notre production. Mais quand on regarde l'Amérique du Nord, on n'a pas une pénurie même si on ne parle pas d'être végétarien, on a une surproduction. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut réduire la surproduction si on produisait un peu moins de viande animale avec l'abolition des promoteurs de croissance? Oui, le principe est clair, mais ceci dit, là, vous touchez à des questions socio-économiques qui concernent la vie, le modèle d'affaires des fermes, des questions politiques, ça concerne la politique, il y a des pressions, etc. C'est pas simple. Scientifiquement, c'est simple, mais certainement une chose, et là, ça c'est où il faut se parler, utiliser un antibiotique qui est très précieux, un antibiotique de réserve pour la thérapie humaine, utiliser ça comme promoteur de croissance pour les animaux, là, ça serait vraiment problématique. Mais d'autres choses, la réponse n'est pas si simple que ça, mais là, il faut vraiment se parler à travers les disciplines. Alors ça, c'est la question des antibiotiques. On va sauter à l'autre question que vous avez soulevée, Madame Bouchard, celle des pesticides et autres contaminants chimiques du même genre. Dans quelle mesure cette approche santé, une seule santé globale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans quelle mesure ça vous aiderait, ça aide à mieux comprendre et surtout à mieux contrôler cette question de l'utilisation des pesticides? Bien, une chose est certaine, c'est que on en épand beaucoup dans notre environnement, donc une façon de diminuer à tous les niveaux l'exposition aux pesticides, c'est d'agir de façon concertée entre les communautés, les décideurs et tout le monde pour réduire les niveaux dans l'environnement, trouver d'autres méthodes que l'utilisation des pesticides pour les générations futures, pour atteindre des cultures agricoles durables et saines. Donc, il y a autre chose que les pesticides et je pense que c'est simplement par une action concertée et aussi en impliquant les communautés. Ce sont les personnes qui sont concernées par les pesticides. Donc, par cette façon-là de fonctionner et en faisant intervenir les décideurs, c'est pour moi, la seule façon d'atteindre qu'on va changer les pratiques en termes d'utilisation de pesticides, parce que surtout dans le contexte actuel où l'industrie a tellement un rôle important dans l'utilisation et justement dans une perspective des changements climatiques, si vous avez un réchauffement climatique, vous allez avoir des périodes d'application des pesticides qui vont être beaucoup plus longues et à ce moment-là, on peut avoir des nouveaux insectes qui apparaissent, des insectes qui vivent plus longtemps et si on a encore l'industrie qui est au premier plan là-dessus, bon, on va aller vers juste des nouveaux pesticides. Alors, je pense qu'une question, une seule santé, une approche une seule santé est une façon de contrer ça à tous les niveaux, toutes les étapes de l'écosystème pour une action où on agit sur l'ensemble des systèmes au lieu d'agir juste de façon en silo. Sauf que les pesticides, si on veut produire plus de fruits, plus de légumes, les pesticides, on en a besoin de davantage, non? En fait, c'est une question de mode de production et je pense que c'est un des endroits où il y a un avantage à réfléchir de cette façon-là. Et puis, pour moi, alors, la question que j'ai posée est une question non seulement
disons, de mettre ensemble des gens de différents domaines et notamment la population. Il y a aussi une question géographique, c'est-à-dire je travaille dans une unité de santé publique qui couvre l'île de Montréal. Alors, si je veux agir sur des problématiques qui sont, dans la plupart des cas, à l'extérieur, où ce que l'origine et les lieux d'influence sont à l'extérieur de mon territoire géographique, je pense que c'est une espèce de matrice en 3 dimensions. Il y a un aspect géographique à ça, la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité, mais aussi la géographie là-dedans, de dire on a un système alimentaire mondialisé et il faut pouvoir travailler à travers juridiction. Et je pense que les pesticides, c'est un exemple intéressant. J'ai rencontré la semaine passée un représentant ou un intervenant d'un organisme communautaire qui travaille sur cette question-là. Et puis, l'objectif était vraiment de voir comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble, parce qu'on est fondamentalement limité par notre mandat de santé publique. Alors, si à Montréal, l'exposition aux pesticides dans l'alimentation ne cote pas aussi fort que d'autres risques environnementaux, je dois faire des choix. Ceci étant dit, si les pesticides dans la chaîne d'approvisionnement que représente la consommation des Montréalais est une problématique importante à une échelle plus large, on doit trouver des façons de quand même travailler ensemble pour qu'on puisse arriver à des objectifs qui dépassent mon mandat, qui dépassent en termes géographiques, mais aussi en termes de discipline mon mandat, mais qui doivent m'intéresser quand même si je prends. Et là, je pense qu'on est plus dans la perspective d'éco-santé, c'est-à-dire il y a, en plus de la santé animale et humaine, là, il y a une question écosystémique là-dedans. Je ne peux pas être content si la façon qu'on mange à Montréal génère une exposition environnementale faramineuse aux pesticides, même si je ne pense pas que c'est un risque aigu pour la santé physique des Montréalais aujourd'hui. Oui, oui. Mais pratiquement, laissez mon micro ouvert, s'il vous plaît. Pratiquement, dans le mandat, dans les, je sais pas moi, les tâches de la santé, de la direction de la santé publique où vous travaillez, est-ce qu'il y a quelque chose qui est coché pesticides dans les aliments? Est-ce qu'il y a des programmes? Est-ce qu'il y a des gens chez vous qui doivent travailler là-dessus spécifiquement? En fait, c'est une question qu'on pourrait poser pour plein de sujets. Pour ce sujet spécifiquement, est-ce qu'il y a des programmes? Non. Est-ce qu'il y a des gens chez nous qui travaillent sur cette question-là? Oui, mais avec toutes les limites que je viens de mentionner. Alors, c'est-à-dire entre les pesticides et puis le transport qui génère à Montréal des risques importants en termes de pollution de l'air, bruit, traumatisme, sédentarité, ainsi de suite. C'est sûr que les pesticides à Montréal, si je le limite à ce qui est directement dans ton mandat, c'est pas prioritaire, mais justement, la rencontre qu'on a fait la semaine passée, c'était pour mettre ça sur la table, pour dire, il faut qu'on ait quelqu'un chez nous pour le travailler, mais là, le défi, c'est de trouver comment notre petit mandat s'inscrit dans quelque chose de plus large. Exactement. Pour qu'on nuise peut-être pas à des objectifs qui nous dépassent. Monsieur Zinstag, vous avez parlé beaucoup de maladies de zoonoses, maladies homme-humain, etc., homme-animal, la brucellose, la rage, la fièvre Q. Vous n'avez pas beaucoup parlé de cette question des pesticides. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que quand vous travaillez en Afrique ou en Mongolie extérieure ou intérieure, je ne sais pas, quand vous travaillez dans ces pays-là, il n'y a pas de question de pesticides qui se pose? Si, tout à fait. Tout à fait. Par exemple, on ne peut pas produire du coton sans environ une trentaine de traitements aux pesticides. C'est incroyable. Également, beaucoup de fruits tropicaux comme les bananes nécessitent un grand nombre de traitements. Et donc, la question est tout aussi importante, mais elle est mal examinée. Nous réfléchissons justement à des registres de cancer humain et animal couplés. On pourrait très bien lier les registres de cancer humain à des registres de cancer de chiens.
Parce que le chien, il vieillit beaucoup plus vite que l'homme. Alors, s'il y a une exposition environnementale, le chien pourrait être une sentinelle pour l'homme si dans une zone, vous avez une exposition forte. Ce serait le canari dans la mine, au fond. Tout à fait. C'est comparable au canari dans la mine. Oui. Maintenant, le système de pesticides, j'ai juste mentionné le Vietnam, l'Asie du Sud-Ouest, a des énormes problèmes d'assainissement environnemental. N'oublions pas que le problème des antibiorésistances est énorme en Inde. L'Inde produit énormément d'antibiotiques, mais il laisse couler des... En vente libre, pratiquement, j'imagine, au coin de la rue. Oui. Comme on le voit parfois en Afrique aussi. Hein. Oui. Ouais. Non, c'est quelque chose qui est là, mais qui est totalement sous-exploité. Et puis je pense la santé unie a autant à faire dans les maladies transmissibles comme dans les maladies non transmissibles. Et vous ouvrez la porte justement parce que j'avais une petite question pour vous. Oui. On comprend bien ce concept-là, médecine humaine, médecine vétérinaire, pour les maladies infectieuses. Ouais. Mais je m'étais dit, mais pour les maladies cardiaques, pour le cancer, pour l'Alzheimer, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je vais un peu d'ouvrir la porte, mais est-ce qu'effectivement... Nous travaillons aussi dans les Animal Assisted Therapy, c'est-à-dire l'utilisation d'animaux dans des thérapies. Par exemple, des gens qui ont des attaques cérébrales, s'ils peuvent caresser un animal, ça leur fait des émotions positives. Là, on a des pistes. Mais chaque personne qui a un chien est moins obèse, il est aussi moins déprimé. Donc il y a un effet direct de la tenue d'animaux de compagnie qui se manifeste directement dans les maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, comme la santé mentale. Donc là, il y a déjà un effet direct. C'est ça. Donc là aussi, on pourrait travailler ensemble. Alors, on va aller dans quelques minutes, on va aller dans la salle pour avoir des questions. J'espère que vous en avez et que vous les avez préparées. J'espère aussi que vous n'allez pas faire comme toujours. J'ose pas poser ma question, les autres vont le faire. Puis finalement, quand il va être 12h30, qu'on va dire c'est fini, toi, moi je voulais poser ça. Alors, n'ayez pas peur, briser la glace, c'est quelque chose de noble. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a jamais de mauvaise question. Une réaction de chacun de nos panélistes avant de passer à la salle, justement. Madame Bouchard. Oui, si je rebondis un peu sur ce que le professeur Zintak disait, je pense qu'une façon de faire, nous, on travaille au moment sur le bisphénol S qui est substitué au bisphénol A et on est en train de travailler avec l'INRA à Toulouse. Donc, on regarde comment... L'INRA qui est l'Institut national de recherche agronomique. Agroalimentaire, oui. Ou agroalimentaire, ça s'appelle maintenant. Donc, un des intérêts qu'on fait, c'est qu'on regarde le comportement du bisphénol S chez des animaux, comme le porc et tout ça. Et on regarde aussi les perturbations en lien avec les perturbations endocriniennes. Et on applique ça dans notre étude ici, on le fait chez l'humain, donc comprendre comment ça se comporte chez l'humain. Donc, on utilise l'expérience de ce qui se passe chez l'animal et on l'applique chez l'humain. Alors ça, c'est une belle façon de montrer comment est-ce qu'on peut joindre, même d'un point de vue de science, comment est-ce qu'on peut rejoindre la science pour être capable d'atteindre et de mieux comprendre des effets qui sont une maladie, mais autre que justement une maladie infectieuse, mais les perturbations endocriniennes, c'est quelque chose qui est souvent mentionné maintenant en lien avec notre environnement et la santé publique. Oui. Je continue avec vos réactions, M. Baron. Quand on regarde maintenant la recherche plus en microbiologie, je pense que la tendance typique en médecine classique était de regarder la santé humaine, le corps humain, comme on l'a compris dans le passé, mais maintenant on comprend de plus en plus que le corps humain comprend aussi les bactéries qui vivent dans nous et sur nous. On appelle ça le microbiote, le microbiome. Oui. Et là, effectivement, là, on a vraiment des interactions assez intéressantes où on va, parfois, maintenant, on apprend de plus en plus que
dans le passé, on a pensé qu'une substance, une molécule, pourrait directement influencer une cellule humaine. Maintenant, on comprend que ça pourrait se passer à travers leur effet sur les bactéries qui vivent dans nous, qui ensuite vont nous influencer, et ça va influencer notre santé. Les microbes, évidemment, ils s'échangent entre les animaux, entre les chiens, les chats à la maison, et nous, ça échange rapidement. Chacun sait ça. Alors ça, c'est quelque chose de la recherche plus récente qui clarifie même plus l'impact des bactéries ici dans le concept d'une santé sur la santé humaine. David Kaiser, là-dessus? Ben, je reviendrai à nos régimes alimentaires en Amérique du Nord. Je pense qu'il y a, M. Baron a parlé de surproduction. On sait bien qu'on mange trop de produits animaux. Et puis, je pense qu'il y a, plutôt que d'être dans un mode culpabilisant ou de dire tout le monde doit être vegan, l'idée, c'est plus de se questionner sur les modes de production et puis de l'arrimage entre nos besoins pour notre santé. Parce que là, on parle de réduction des cancers et réduction des maladies cardiovasculaires, notamment, mais comment on peut avoir un co-bénéfice si on mange un peu différemment. Ben, il y a des impacts sur les modes de production, sur ce qu'on n'est pas capable de faire avec les superficies cultivables qu'on a en faisant des choix un peu différents au niveau de j'ai perdu mes mots. L'intensification? Oui, ben, c'était pas le mot, mais l'intensité. L'intensité de la rupture et aussi entre différents types de production. Alors, je pense que c'est un endroit vraiment intéressant où c'est pas si évident que ça, parce que c'est pas un lien comme les perturbateurs endocriniens ou le microbiome. C'est vraiment que la façon qu'on mange influence notre santé à long terme et la façon qu'on mange influence l'environnement et les modes de production. Donc, M. Dienstag, non seulement il faut mettre les médecins de médecine humaine, les médecins de médecine vétérinaire ensemble, les gens d'environnement, mais aussi toute la section, je dirais, production agricole, donc la faculté d'agriculture peut-être devrait aussi embarquer dans votre projet, non? Disons... L'exemple du PICRA le montre fabuleusement. Le PICRA, c'est quoi de vous? Le programme intégré de surveillance des antibiotiques canadiens, oui. Qui est basé à Guelph, si je ne me trompe pas. Il montre que pratiquement tout est lié. Pratiquement tout est lié. Tout est dans tout, mais comme on dit. On ne peut pas mettre tout le monde ensemble, mais on peut mettre les acteurs principaux ensemble. Et avec ça, on avancerait déjà beaucoup plus. Je pense... Nous devons prendre une attitude conviviale, c'est-à-dire nous ne voulons pas nous opposer. Il ne s'agit pas d'opposition d'un secteur contre l'autre. Il s'agit de créer un cadre de concertation et de collaboration. La planète ne va pas survivre si nous nous combattons. Nous devons coopérer. Et c'est ça l'avenir. Alors, ça m'amène au dernier petit morceau de discussion sur lequel je voudrais vous entendre tous les quatre avant d'aller dans la salle, la question des fameux silos. Hein. Oui. Il faut que tout le monde collabore, mais actuellement, chacun est dans son coin. Pratiquement, est-ce qu'il y a une ou deux idées, M. Dienstag, que vous avancez pour dire on va se mettre à travailler ensemble plutôt que chacun dans son coin? Écoutez, j'aimerais faire allusion à Mme Elinor Ostrom. Mme Elinor Ostrom est une prix Nobel de l'économie et elle a démontré que des communautés sont capables de gérer leurs ressources communes de manière durable. Et elle a prouvé ça par la mathématique, mais par des études empiriques en Europe, aux États-Unis, où elle montre que si nous nous mettons ensemble à coopérer, nous pouvons gérer nos ressources. Et je pense notre recherche va dans ce domaine-là. L'équation, c'est la coopération mène à la durabilité et à des gains économiques. Et vous arrivez à convaincre vos collègues de l'université, je pense à Zurich, à Bâle. À Bâle. Ceux qui sont intelligents, ils comprennent. Belle réponse. Madame Bouchard, sur cette question des silos et de surtout comment s'en sortir, avez-vous une ou deux idées?
Bien, en fait, je pense que je rebondirais sur ce qui vient de mentionner en termes d'action concertée à tous les niveaux. Je pense que dans le concept tel qu'il est établi, il faut essayer de mettre ce schéma de pensée-là en branle. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce qu'en fait, c'est même très difficile à faire. C'est pour ça qu'on parle de concept, mais je pense que la triade entre l'environnement, l'animal et l'humain et une action concertée pour le futur, c'est la seule façon de faire pour arriver vers une meilleure santé. Donc, si on regarde tous les grands organismes qui vont aller parler du concept d'une seule santé, ils parlent vraiment de cette interconnexion-là et de cette action concertée. Il n'y a pas de façon de faire autre. Et tantôt, on parlait, je veux juste rebondir rapidement sur l'aspect en disant, moi, je travaille à Montréal, en santé publique à Montréal. L'aspect d'une seule santé va au-delà du national, ça va à l'international et des pratiques qui sont faites. C'est pour ça que c'est important de mettre les décideurs publics là-dedans à tous les niveaux de la chaîne, donc même au niveau international, parce que c'est la seule façon de fonctionner. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais je pense qu'il faut aller vers cette approche-là. Donc, pour moi, c'est une approche du futur pour une meilleure santé. Monsieur Baron, vous êtes de la faculté de médecine. Qu'est-ce que vous suggérez ou qu'est-ce que vous remarquez ou qu'est-ce que vous proposez? Je pense que vous n'avez pas à convaincre les chercheurs. Les chercheurs sont très ouverts, ils comprennent. À un moment donné, ça dépend beaucoup aussi des organismes de financement. Parce qu'il y a une chose qui va susciter l'intérêt des chercheurs d'avoir des opportunités de financement qui effectivement nous permettent de faire ça nous souhaitons faire. Les organismes de financement, et ça c'est pas maintenant une critique, provincial, fédéral, sont assez souvent organisés d'une façon dans les silos. Recherche médicale, recherche des animaux. Mais depuis quelque temps, on voit au Québec, mais aussi au Canada, des initiatives de faire en sorte qu'il y ait des financements pour la recherche intersectorielle. Et je pense que c'est exactement là où nos chercheurs vont se mettre ensemble pour aborder les questions que nous souhaitons aborder. Et si vous mettez l'argent sur la table, les chercheurs vont embarquer. Ils aiment beaucoup l'argent, les chercheurs. Hein? On a besoin. Ils en cherchent toujours. Monsieur Kaiser... Oui, je dirais qu'on a la vie moins facile que les chercheurs parce qu'on a quand même on a des juridictions, puis c'est la vie. Alors, je dirais la première chose, c'est de comprendre comment ce qu'on fait s'inscrit dans une perspective plus large, puis les impacts de ce qu'on fait. Alors, comprendre. Deux, je pense que de mieux collaborer, se concerter, ainsi de suite, c'est un deuxième volet. Puis je dirais quand même, dans une perspective réaliste, le troisième, je l'ai déjà dit tantôt, c'est de ne pas se nuire. Et c'est pas aussi beau que de dire collaborer puis travailler main dans la main, mais c'est quand même très important parce qu'on a des champs très visibles. La médecine, la santé publique est très visible, l'agriculture, la production agricole est très visible. Et puis, si on ne parle pas d'une voix qui peut être au moins conciliée ou avec des messages que les gens peuvent concilier, ben on va se nuire. Et je pense que c'est aussi important que de se tenir la main puis d'être gentil. Alors, merci beaucoup. On va aller dans la salle maintenant. Si vous avez des questions, vous allez au microphone parce qu'il y a une retransmission. On doit vous dire qu'il y a une retransmission Facebook Live. Hein, on est vraiment dans l'époque de la technologie. Alors, vous présentez, madame, et vous posez votre question, vous faites votre remarque. Proche du microphone. Oui, d'accord. Alors, très bien. Je suis Hélène Boisjoli, la doyenne de la Faculté de médecine à l'Université de Montréal. Et on est ici avec plusieurs de nos collègues pour démontrer que nous croyons vraiment en ce partenariat. Puis je salue le professeur Zinstag. Il y a une réponse peut-être à la dernière question, comment collaborer ensemble. Et il y a eu plusieurs exemples ailleurs dans le monde où ce sont les citoyens, la communauté. Et évidemment, c'est une pratique peut-être peu répandue au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, puis peut-être qu'il y a des exemples, mais des forums citoyens peuvent vraiment faire en sorte et forcer ces partenariats. Alors, je ne sais pas si vous avez donné de merveilleux exemples. Je ne sais pas s'il y a des exemples canadiens ou nord-américains de forums citoyens qui font en sorte que les différentes disciplines ensemble résolvent un problème. Puis, juste je terminerai en disant que ce que je vais retenir d'aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de passer de une santé à l'éco-santé. Et ce sera le message que, personnellement, je retiendrai. Oui, monsieur... Je pense qu'il y a un exemple, un très bon exemple, c'est la Commission des Grands Lacs.
si je ne me trompe pas, la Commission des Grands Lacs était vraiment une approche impliquant les citoyens et les chercheurs et les autorités, et a vraiment permis de gérer ensemble la gestion, disons, les problèmes des Grands Lacs. Ça, c'est un exemple qui me vient tout de suite en tête. Ouais. Et en plus, international, alors entre les deux pays. Et c'est international, tout à fait. Merci beaucoup. Vous vous présentez, monsieur? Oui, Mathieu Robert Sauvé, je suis communicateur scientifique, journaliste. J'ai beaucoup apprécié votre présentation, professeur Zintag. Ça m'a d'ailleurs rappelé, dans le cadre de mes fonctions, j'ai fait une entrevue avec une chercheuse en médecine vétérinaire qui a fait de grandes recherches similaires, en fait, pour l'OMS. Puis l'Université de Montréal l'a rapatriée il y a quelques années, 1 an ou 2. Et elle a un nom prédestiné, c'est Hélène Carabin. Hein? Elle est ici, d'ailleurs. Ouais. C'est bien vous? Bon. Parce que je ne sais pas si vous vous connaissez, mais ça m'a semblé assez proche comme projet de recherche. Je vous invite à aller voir sur le site de Forum pour savoir sur quoi travaille Mme Carabin, mais c'est assez proche. En fait, bon, bref, je voulais quand même poser une question parce que, puis Yannick dit qu'il n'y a pas de mauvaise question. J'espère que vous n'allez pas la trouver trop triviale, mais professeur Baron, vous faites un lien assez direct entre ce qu'on a présenté ici et la résistance aux antibiotiques. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris où est le lien direct entre la santé animale, la santé humaine et la résistance aux antibiotiques. Ma petite question. Certainement, moi je fais allusion à la pratique d'utiliser les antibiotiques pour faire la promotion de la croissance des animaux, pour augmenter la promotion et de la productivité. Ça ne veut pas pour guérir les maladies. Et on fait ça, c'est une pratique qui est encore existante en Amérique du Nord. Et l'idée que cette résistance-là, cet usage des antibiotiques va mener à la croissance de la résistance. Parce que les bactéries, typiquement, quand ils sont menacés par les antibiotiques, ils vont développer des différents mécanismes de la résistance. Donc ça, c'est un processus naturel. Ils se battent et se luttent pour leur survie. Ils vont développer une résistance et vu que les animaux sont de certaine façon en contact avec des humains, cette résistance peut ensuite être transmise parce que les bactéries sont mobiles, mais les bactéries ont aussi la capacité de mobiliser leurs gènes. Ça veut dire qu'ils peuvent mobiliser les gènes, les transférer à d'autres bactéries, et de cette façon, ça peut entrer dans la communauté. Ça, c'est la crainte qu'on a dans ce contexte-là. Monsieur Zinstag, vous comme vétérinaire, maintenant, la réponse à la question de Mathieu Robert Sauvé? Bon, premièrement, la raison de ma présence est Madame Carabin, donc merci beaucoup pour m'avoir invité. Deuxièmement, c'est encore un grand champ de recherche. Je vous donne un exemple. Nous venons de proposer à l'Union européenne une étude cohorte, c'est-à-dire on aimerait prendre des nouveaux-nés enfants, agneaux, cabris, veaux, pour voir comment ils acquièrent leur microbiome. À la naissance, plus ou moins, l'intestin n'est pas stérile, mais il n'y a rien. Mais rapidement, on acquiert son microbiome, mais aussi ce qu'on appelle le résistome, c'est-à-dire les gènes de résistance qui circulent. Et nous pensons qu'avec une telle cohorte, on pourrait justement démontrer quel est le taux d'échange homme-animal de ces gènes de résistance. Parce que vous regarderiez, si j'ai bien compris, des bébés veaux, des bébés chèvres et des bébés humains, là. Ah, tout à fait, tout à fait. Voilà, ça c'est une approche que nous proposons actuellement à l'Union européenne. C'est une bonne idée, effectivement. Alors, on va aller à cette question. Vous savez qu'on est sur Facebook Live, donc il y a des questions qui nous arrivent de loin, dont de la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Mathieu Dobchis, j'espère que je prononce bien son nom, pose cette question que je vais envoyer à notre ami Kaiser. La gestion des chiens dangereux à Montréal pourrait bénéficier d'une approche une seule santé pour la prévention des morsures. Comment favoriser la contribution des médecins vétérinaires et des gens de santé publique à la résolution de cette problématique?
Ça, c'est une très, très bonne question. Je n'ai pas de réponse. Comme végétarien, les morsures animales... Je suis spécialiste de rien. Je peux intervenir sur tout. Alors, même si ce n'est pas mon domaine, je pense que la question, la réponse est dans la question. Si on a un ami à Saint-Hyacinthe qui pense qu'il y a une contribution possible de la médecine vétérinaire à notre approche à cette problématique-là, je pense que la réponse serait sûrement. Je préciserais que la rage au niveau mondial est un enjeu très, très important, mais c'est évident que dans le contexte canadien et nord-américain, on a eu quelques cas de rage dans les dernières décennies. À Montréal, 0 cas de rage depuis plusieurs décennies. Alors, on est plus sur des enjeux de sécurité publique que de transmis par les chauves-souris. Et même à ça, il n'y a pas de cas. Alors, il y a de la rage, c'est évident. Il y a de la rage chez certains animaux, les ratons laveurs, les chauves-souris. Pas chez les chiens, en principe, à Montréal, où les cas sont rares à Montréal, mais à l'extérieur, oui. Mais ça serait de voir... On aime ça, être très important à la santé publique, mais là, on est vraiment, je pense, à la limite de nos mandats et non plus sur des questions de sécurité publique et de cohabitation sociale. Il faudrait aussi que les vétérinaires commencent à reconnaître qu'il y a des chiens dangereux. Mais enfin, je pense que c'est une autre question, ça c'est un peu difficile. OK, on vous y va. Madame, vous vous présentez. Bonjour. Oui, allez-y, ça va marcher. Bonjour, mon nom est Louise Millet. Dans la catégorie questions étranges, je suis ingénieure civile. Alors, mon truc, moi, c'est le développement durable. Donc, je suis très contente d'entendre qu'on parle maintenant d'éco-santé. Mais vous avez parlé des problèmes des décideurs publics et de M. le ministre qui a 8 millions à mettre, puis il ne peut pas vacciner les moutons et le monde. Donc, dans cette optique-là, en matière d'environnement, on connaît les impacts, entre autres, du transport, ça a été évoqué, directement sur les maladies cardiaques, sur la taille des nouveau-nés, sur les cas d'obésité. Et on sait que ces problèmes-là coûtent des sommes faramineuses à la société, dont au gouvernement, qui pourrait prendre l'argent puis le mettre ailleurs. Donc, si on va parler d'une seule santé, peut-on vraiment faire abstraction de l'environnement au sens le plus large, dans le sens de son poids sur le bien-être global? Donc, on a parlé de choses, d'antibiotiques, de pesticides, mais si on parlait de chars, d'émissions à l'air... Les chars, ce sont des voitures. S'ils étaient à deux, on aurait sûrement beaucoup moins de problèmes. Quoique Londres, au moment qu'il fallait qu'il évacue les fumiers, avait une autre histoire. Mais bon, donc si on parlait de ces cas-là aussi, quand on parle d'éco-santé, est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, améliorer la santé, une seule santé? Oui. Je trouve ça Monsieur le ministre. Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la question. Est-ce que j'ai bien compris que vous demandez une plus large prise en compte de l'environnement? Oui. Tout à fait. Et je pense qu'on va largement au-delà de One Health ou bien d'une seule santé. On doit vraiment, disons, parler d'une approche équilibrée, c'est-à-dire tous les circuits de matériaux sont impliqués. Et dans ce sens, l'utilisation de fumure ou bien d'utilisation d'engrais artificiels, tout cela entre en jeu et mérite justement une réflexion absolument systémique et écologique de la santé. Moi, je suis très, très lié aux ingénieurs environnementaux parce que tout l'assainissement est fonction de l'engagement de l'ingénierie et là, il y a des énormes problèmes qui nous attendent ou qui ne sont pas résolus au plan mondial. Donc, je suis absolument favorable à élargir le champ à cela. Et j'aimerais encore une fois dire le Canada est un des pays qui ont vraiment inventé l'éco-santé. Moi, j'étais évaluateur du CRDI, du Centre de recherche
international pour le développement à Ottawa, qui a des excellents projets d'éco-santé en Amérique latine et en Afrique, où on touche justement à ces sujets-là. Prenons par exemple la Trypanosoma cruzi, c'est une maladie qui est transmise par des insectes qui sont dans les murs des maisons traditionnelles. Et puis si on peut assainir ces murs, la maladie disparaît automatiquement. Donc la prise en compte des connaissances approfondies de l'écosystème d'une maladie nous permet de résoudre et des problèmes transmissibles et non transmissibles. Incluant l'écosystème des villes où les transports en commun, par exemple, font partie de l'écosystème et des questions et des réponses. Madame Bouchard, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est exactement ce que, quand nous, on parle d'approche écosystémique à la santé, ça comprend aussi l'environnement bâti, augmentation des canopées et tous ces facteurs-là. Donc, ça va, l'aspect environnemental, c'est pas juste l'écosystème dans le sens des molécules bactériennes et compagnie, ça comprend aussi l'environnement dans son sens large, y compris l'environnement bâti, y compris les aspects sociaux de l'environnement qui peuvent avoir un impact sur la santé et le bien-être. Alors, on s'en va tranquillement vers la fin de cette rencontre. À la toute fin, je vous demanderai à chacun de nous dire votre petit mot de la fin, votre petit mot de conclusion, ce que vous voudriez qu'on retienne absolument. Mais on va prendre quand même au moins les deux dernières questions. Monsieur, vous vous présentez et vous posez votre question, vous faites votre remarque. OK, merci. André Ravel. Vétérinaire, épidémiologiste, professeur à la faculté de médecine vétérinaire donc de l'Université de Montréal, aussi directeur du groupe de recherche sur l'épidémiologie des zoonoses et santé publique, très impliqué dans Une seule santé. J'ai participé à l'équipe, je faisais partie de l'équipe du PICRA quand il a été développé. J'ai aussi un projet de recherche Une seule santé et éco-santé sur les problématiques de santé humaine associées aux chiens dans les villages nordiques. Et mon collègue, tout à l'heure, a volé ma question que je destinais à M. Kaiser. Mais j'en ai une un peu pour tout le monde. Et je voudrais revenir sur la diapositive, je pense, finale de votre présentation, Dr Zinstag, où il y avait les diagrammes de Venn avec la santé publique, la santé animale, l'intersection qui était une seule santé. Ma question porte sur la limite entre une seule santé, santé animale. C'est pas tout à fait chez moi, là. Oui, c'est celui-ci. Celui-ci, oui. Donc, jusqu'à quel point il y a une limite entre santé animale et une seule santé, ou si la santé animale étant toujours vue d'un point de vue très anthropomorphique pour le bien-être humain, en fait, il n'y a pas de frontière. Toute la santé animale est dans la santé publique d'une certaine façon. Julien Saille. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Je dirais, dans la considération de la valeur ajoutée, je dirais certains aspects sont plus faciles à démontrer cette valeur ajoutée que d'autres. Et je dirais, si nous partons de cette définition que nous voulons prouver une valeur ajoutée, par exemple une maladie qui touche purement la faune sauvage, ça sera très difficile à démontrer un avantage pour la santé publique. Et là, nous faisons la séparation en disant, je vous donne un exemple, la tuberculose bovine. Vous croyez que c'est une maladie très, très importante pour l'homme, mais en fait, elle se transmet très faiblement à l'homme. On est étonné. Sur 1000 transmissions entre bovins, il y a une seule qui va à l'homme. Dans la brucellose, une transmission pour l'homme, c'est 15 transmissions entre le bétail. Donc, la brucellose est 100 fois plus dangereuse pour l'homme que la tuberculose bovine. Donc, c'est là que vous voyez un peu, peut-être on ne devrait pas tirer la ligne aussi nette comme elle est, mais pour des raisons de clarification, je pense, j'aimerais bien rester avec cette définition, mais vous avez parfaitement raison, à la fin, tout sert à l'homme. Mais en revanche, l'homme doit prendre soin de l'ensemble. Si nous ne prenons pas soin de notre environnement, nous détruisons aussi notre source de survie. Voilà. Merci madame, vous présentez.
Christina Zarowski, je suis directrice du département de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique. Je suis médecin et anthropologue. Et je reviens à un commentaire qui était peut-être imprévu ou pas intentionnel de parler des médecins et des vétérinaires. Alors, il faut... quand j'étais au CRDI, j'ai passé des années là et j'étais un peu embarrassée quand quelqu'un me venait et me disait en très haute voix « Ah, vous êtes un vrai docteur, pas juste un PhD comme les autres. » Alors attention aux autres disciplines. Je voudrais revenir à la question de disciplinarité des frontières et des barrières, parce que même si les perspectives de Complex Adaptive Systems essentiellement et intrinsèquement transdisciplinaire, on a besoin quand même d'avoir des limites. Alors juste, j'ai un souci qu'une seule santé ne devienne pas le nouveau empire de tout. Il y a un besoin, je pense, pour une seule santé restreinte et une seule santé plus. Aussi des approches plutôt éco-health ou santé planétaire. Aussi des coalitions qui prennent pour acquis que notre défi principal de ces jours, c'est le changement climatique. Alors, qui vont au-delà de la santé complètement. Alors, comment vous voyez en pratique une approche qui peut à la fois être restreinte et dont on a besoin de cette collaboration entre médecins et vétérinaires et dans les zoonoses, mais aussi les questions plus élargies pour ne pas avoir d'un côté tout et tout et de l'autre côté un sens de faux libeller qu'une seule santé c'est tout ou santé publique c'est tout ou rien. Je ne sais pas si c'est... On a besoin aussi des disciplines à l'intérieur de l'inter et du transdisciplinarité. Alors où est-ce que nous en sommes avec une seule santé étroite, une seule santé large et les autres perspectives? Perspective large ou restreinte d'une seule santé, c'est ça? Un mot? Bien, je peux peut-être rebondir. Merci, Christina, pour le commentaire philosophique. Je pense quand même que ça n'enlève rien dans le concept d'une seule santé. Ça n'enlève absolument pas le rôle de chacun. Le rôle de chacun demeure fondamental avec toutes les sphères qui sont nécessaires dans le rôle de chacun. C'est juste de trouver une façon concertée de voir le problème autrement. Donc, je pense que c'est plus philosophique. Ça va bien avec, je peux peut-être aller avec mon mot de la fin tout de suite, quand on parle de transcender les frontières au niveau de l'Université de Montréal. Je pense que c'est une façon de faire avec notre groupe de travail Une seule santé. Je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire, c'est mettre des gens de la FAS, de médecine vétérinaire, de santé publique et tous les mettre ensemble pour qu'on essaie de voir où est-ce qu'on peut faire des ponts pour améliorer la santé. Et je pense que c'est un peu c'est ça l'exercice qu'on voulait faire aujourd'hui, non pas prétendre qu'on va tout régler en sortant un nouveau concept. Je pense que c'est vraiment de dire qu'on peut faire mieux et comment est-ce qu'on peut mettre cette mécanique ensemble sans justement nécessairement avoir à diminuer la contribution de chacun. Monsieur Zinstag. Merci pour cette question et merci de ce que tu viens de dire. La réalité est que si vous voulez trouver de l'argent pour votre recherche, vous devez être un chercheur reconnu dans votre discipline. Et ça, c'est toujours la réalité. Donc, ça, c'est pour vous, les jeunes. Étudiez ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez le plus, où vous ne pouvez plus dormir parce que ça vous intéresse tellement. Et devenez des spécialistes. Mais une fois que vous êtes des spécialistes, ouvrez votre horizon, travaillez avec les communautés, travaillez en transdisciplinaire, mais travaillez aussi avec les autres disciplines. Moi, je travaille avec des mathématiciens, des biologistes moléculaires, des économistes, des anthropologues, des sociologues, et je peux clairement démontrer l'avantage de cette collaboration. Mais avant d'arriver là, vous devez être reconnu comme madame et monsieur tel qui est spécialiste dans ce domaine parce que c'est là que les bailleurs de fonds vont vous connaître et c'est là qu'ils vont vous donner de l'argent. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre rencontre. Rapidement, je vais quand même vous demander à tous les quatre votre petit mot de conclusion. Je vais aller de gauche à droite dans ce sens-là ou de droite à gauche, peu importe. Alors, David Kaiser, donc de la direction de la santé publique
de Montréal. Votre petit message, vos mots de conclusion. Je pense que ça a été dit, et puis je dirais mieux comprendre la portée de nos actions, mieux travailler ensemble, mais bien reconnaître aussi les limites de nos capacités et de nos compétences. Mais je pense que c'est comme ça que je résumerai ce qu'on vient de dire depuis les 45 dernières minutes. Merci beaucoup. Christian Baron de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. À ce que Michel a dit, je pense que nous, comme institution, on a compris. On travaille ensemble, on est ici pour transcender les frontières et ça, on a compris le message, on va travailler ensemble pour trouver des solutions. Michel Bouchard, École de santé publique de l'Université de Montréal. Ben, je pense que j'ai vraiment tout dit avec mon intervention juste avant, donc je laisse la parole en ce qui me concerne, moi, je laisse la parole à M. Zinstein. En terminant, Jacob, j'aimerais vous remercier tous les collègues ici d'avoir pu discuter ensemble. J'aimerais bien remercier M. Louis du rectorat de l'Université de Montréal et bien sûr, chère Hélène, pour avoir suggéré cette causerie. Donc, merci pour vous. On vous attend en Suisse. Faites-nous savoir si vous êtes de passage et j'espère que ce lien entre la Suisse et le Canada puisse s'élargir encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous quatre.